Ma série hors série est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors, ce sont de petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire, autant régionale, nationale qu'internationale. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard rencontre son monde commence maintenant. Alors bonjour, aujourd'hui on reçoit mon collègue Luc Berthold. Luc est c'est drôle parce que j'apprends qu'il était ou qu'il est un journaliste. Je viens de lire ça, là, qui est un journaliste. T'es pas un journaliste, Luc Berthold, t'es-tu un journaliste? Ben, j'ai commencé ma carrière comme ça, comme journaliste, animateur de radio. Un peu comme Gérard Deltel, finalement, non? Ben, je me suis pas rendu à télé, là. J'ai pas été aussi populaire que Gérard. J'ai fait de la radio dans des stations locales. Après ça, j'ai été rédacteur en chef d'un hebdo, de 2 hebdos, puis de plein de revues à Thetford. Mais oui, effectivement, j'ai commencé ma carrière comme journaliste. Donc, il avait été natif de Sherbrooke, de la région de l'Estrie, donc... T'es né d'une grande famille ou t'es... Non, on est 2. Vous êtes 2, Mon frère est enseignant dans les Laurentides, enseignant de français. Puis mes parents, mon père est décédé quand il avait 46 ans. Donc, ton père est décédé à 46 ans, mon Dieu Seigneur. C'est ça, ça fait il est décédé jeune? Il est décédé d'un arrêt cardiaque ou... Un cancer. Ah oui, mon Dieu Seigneur. Puis mon grand-père était décédé du cœur aussi dans la quarantaine. Donc, quand j'ai passé le cap de la cinquantaine, je me suis dit, je suis correct, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Je partais pour te demander ton âge. J'ai dit, non, on va tout de suite te le prendre dans nos bras pour être sûr que... Non, je devrais résister jusqu'à la fin de l'entrevue. Alors, bien évidemment, tu as commencé ta carrière comme journaliste, puis ben, je dirais qu'il y a plusieurs de nos collègues qui ont été journalistes avant d'arriver en politique, mais avant d'arriver sur la colline parlementaire ici à Ottawa, bien sûr, tu as fait presque tous les paliers, dans le fond, parce que, non pas comme un élu, parce que tu as été maire, tu as travaillé à Québec, puis là, tu es devenu député fédéral. Ben, comment ça a fonctionné, c'est quand j'ai terminé mon métier de journaliste à Thetford, c'était pour me présenter à l'époque, en 1998, pour les libéraux du Québec. Ah, OK, tu avais tenté ta chance. J'avais tenté ma chance au provincial. J'ai perdu par 902 voix, ce qui fait que j'étais un peu déçu, mais j'avais aucune idée de c'était quoi de la politique. Là. J'étais journaliste. Puis ça remonte, t'avais quel âge à ce moment-là? En 98, donc j'avais 32 ans. 32 ans, ouais. Quand même. Quand j'ai perdu, je me suis dit, c'est pas vrai que j'aurais fait tous ces sacrifices-là, parce que là, mon journal voulait pas me reprendre comme rédacteur en chef. J'étais bien trop coloré politiquement, donc il n'était pas question. Puis ça faisait leur affaire que je parte, je pense, aussi en même temps, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, j'ai dit, OK, ça y est, faut que je fasse de la politique. Mais, tu sais, c'est des rumeurs, ça, qu'il y a des jobs pour tous les candidats qui perdent leurs élections. C'est pas vrai, là. Ça m'a pris 3 mois où j'ai voyagé à toutes les semaines, au moins une fois par semaine, à Québec, pour aller me montrer, puis pour aller dire à tous les dirigeants du parti, un peu partout, que je voulais travailler en politique. Ça a pris 3 mois avant de me trouver une job. Puis j'ai même pas trouvé une job à temps plein. J'ai trouvé 2 jobs à temps partiel la même journée. C'est que je me promenais dans les corridors du Parlement à Québec. Je rencontre Nathalie Normando, avec qui j'avais fait une formation pour devenir candidat, donc je la connaissais un petit peu. Parce qu'à l'époque, elle n'était pas élue. En fait, elle était comme moi, elle a été élue en 98, elle, dans la vague, puis moi j'avais perdu. Puis là, je lui dis ça, je dis bon, j'ai toujours pas trouvé, mais j'ai le goût de venir travailler sur la colline. Elle dit, Luc, elle dit, c'est de valeur. Moi, j'aurais de la place pour une job à demi-temps pour toi. Pendant que je suis à Québec, que je suis pas dans le comté, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un pour m'aider. Je dis, ah ouais? C'est parce que je sors du bureau du chef, puis ils viennent de me dire qu'il y avait une demi-job à offrir, mais pas une job à temps plein. Je l'attendais un peu, vous allez vous parler, vous deux. Donc, j'ai commencé là, la semaine d'après, à demi-temps pour Jean Charest aux communications, pour s'occuper des médias régionaux, puis à demi-temps pour Nathalie Normando. Donc, c'est comme ça que j'ai T'étais à Québec? J'étais à Québec. T'étais basé à Québec. T'avais-tu ta famille à ce moment-là? Oui, j'avais un jeune garçon qui était né en 96, donc il était pas très, très vieux. Puis ma famille vivait à Thetford. Puis j'ai été à Québec jusqu'en 2006. Puis j'ai toujours voyagé soir et matin Québec-Thetford. À tous les jours. Pas vrai? Je partais très, très tôt le matin avant le trafic. Je revenais après que le trafic soit passé. Mais je voulais pas, pour moi, je voulais pas être obligé de faire de la politique. Je faisais de la politique parce que j'aimais ça. Donc, si je déménageais à Québec, je me serais senti comme obligé de continuer. Puis c'était pas le but. Moi, de la politique, il fallait que je le fasse parce que j'aimais ça. Puis je dis, le jour où j'aimerais pas ça,
je resterai pas à faire de la politique parce que je suis obligé, parce que j'ai acheté une maison, j'ai fait ça. Donc, c'était dans ma tête, là. C'était, bon, un autre aurait pu me traiter un peu de fou. Parce que c'est quand même, c'est quoi, c'est ça? C'est 1 heure à chaque fois, là. C'est 1 heure, okay. 1 heure et quart, tout dépendant du trafic, là. Maintenant, aujourd'hui, ce serait bien pire qu'avant, là. Surtout à partir de la semaine prochaine. Avec le pont qui va fermer. Mais, non, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Puis là, à Québec, j'ai fait à peu près tous les jobs politiques qui peuvent exister. Là. Comme j'ai dit, j'étais attaché politique d'une députée pour faire des discours, pour écrire ses discours. J'ai été aux communications où j'ai fait pour Jean Charest beaucoup de médias régionaux pour essayer de déterminer comment on allait procéder pour la prochaine campagne électorale. Après ça, j'ai été nommé en charge des communications pour tout l'Est du Québec, pour le Parti libéral, jusqu'à temps qu'on gagne en 2003, l'élection, quand Jean Charest a été élu. Donc, ça a été une belle soirée, super le fun de prendre le pouvoir. Puis après ça, je suis allé travailler dans les cabinets comme attaché de presse, puis directeur de cabinet de Julie Boulet à l'époque. Est-ce que tu avais eu l'occasion, ce qui t'est passé à l'esprit de te représenter à ce moment-là, en 2003? Habituellement, on flaire ça un peu, là. C'était-tu les 2 mains sur le volant cette année-là? C'est comme j'avais gardé la présidence de l'association de mon comté pour garder, justement, ouvertes toutes les portes. Les coffres étaient pleins, il y avait du membership, je pense qu'on avait monté ça à presque 2000 membres dans le comté à l'époque. Puis je m'étais dit que c'est moi qui vais décider. Mais là, il y avait une chance d'aller au pouvoir. Fait que je pouvais être soit un député d'arrière-ban ou de continuer mon expérience d'attaché politique pour aller chercher encore plus d'expérience. Fait que j'ai choisi de pas me présenter. Mais pourquoi pensais-tu que tu allais être un député d'arrière-ban? Je veux dire, c'est une... Parce que je sais pas, mais je me sentais pas, j'aurais peut-être pu, mais j'avais pas assez d'expérience. Puis moi, je suis un gars qui franchit les étapes avec l'expérience. Faut que j'aille chercher l'expérience avant de franchir la prochaine étape. C'est comme ça que je travaille. Puis je me dis, je vais être plus prêt après. Contrairement à moi. Moi, j'avais dit, la première entrevue que j'ai faite quand j'ai été élu, je ne restais pas en avant des rideaux longtemps. Je suis resté en avant des rideaux tout le temps, finalement. Moi, je voulais être sûr que quand je le faisais, j'étais prêt. C'est ça qui est arrivé. Puis finalement, ce qui est drôle, ce que je peux dire, tu parlais de comment j'ai fait passer du provincial au municipal, parce que c'est ça, j'ai fait un peu l'inverse. C'est que j'avais le goût de refaire de la politique chez nous. J'étais directeur de cabinet, mais les défis étaient un peu derrière. Là, j'avais atteint ce que je voulais faire. J'avais le goût de retourner chez nous. Ça faisait quand même plusieurs années que j'étais loin de ma famille. Il y avait une seule job. Oui, il y avait une seule job de politicien à temps plein à Thetford. C'était le maire de la ville de Thetford. Ouais. Il y avait un maire déjà en place. Mais je dis, c'est pas grave, je vais le battre. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai annoncé à ma boss qui était la ministre des Transports à l'époque. J'ai dit, je quitte, je m'en vais travailler pour me faire élire à la ville de Thetford. Elle m'a trouvé un peu fou. Parce que c'était quand même une belle job, directeur de cabinet, bien payé, puis tout ça. Puis la ville de Thetford, à l'époque, les salaires, c'était pas très haut, là. C'était vraiment... C'était payé moins cher qu'être un contremaître. Ouais. Donc, c'était pas une question d'argent. C'était vraiment pour retourner avec ma famille. Puis comme de fait, j'ai décidé de faire une campagne. Puis j'ai gagné mon élection, mon pari. J'avais gagné avec 75% des votes contre le maire en place à l'époque. Est-ce que puis là, tu me fais penser qu'à Thetford, bien sûr, il y a eu... évidemment, toute l'amiante, toute l'histoire autour de l'amiante, l'amiantose, les maladies, etc. Puis il y a eu une période très, je dirais pas sombre, mais en tout cas très, un fond de vallée, là, si on veut, là, où avant que économiquement, toute la reprise économique, le changement de paradigme économique dans la région de Thetford Mines, je pense qu'elle s'est opérée en grande partie sous ton règne, hein? C'était un petit peu commencé, mais il faut se dire, quand un maire en place perd par une aussi forte marge, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Donc, moi, j'avais un plan qui était précis pour les gens. Redonner confiance, puis de redonner de l'optimisme dans la population. Ça, pour moi, c'était essentiel, parce que partout où on se promenait, les gens disaient qu'il n'y avait pas d'avenir, ça bougeait pas. Puis je me dis, c'est le rôle du maire de créer cet environnement-là. Puis j'ai dit ça, c'était quelque chose que je voulais régler. 2, il y avait plusieurs dossiers qui traînaient depuis plusieurs années. Un dossier d'eau potable qui se réglait pas, des chicanes avec les voisins, puis tout ça. Puis là, évidemment, tout le background que tu avais à Québec a dû te servir beaucoup, parce que tu savais comment fonctionner. Il faut savoir qu'à Québec, évidemment, ils traitent d'un paquet de choses, la santé, l'éducation, les transports, etc.
il faut savoir être capable de cheminer à travers de ça pour aller chercher ce qu'on veut avoir pour nos municipalités. Bon, j'ai été maire moi aussi, bien sûr, mais j'avais pas cette expérience que toi t'avais, puis ça m'aurait probablement servi, quoi qu'on a bien réussi, là. Mais c'est qu'en partant, tu sais déjà, dans ta campagne électorale, tu sais déjà comment que tu vas régler des dossiers. Donc les gens voient qu'ils ont confiance en toi, puis ils voient où tu sais où tu t'en vas. Puis après ça, l'important, c'est de respecter ce qu'on dit qu'on va faire. Puis ça, je l'ai fait. Puis ça a été des très, très belles années à la mairie de Thetford. J'ai adoré. Tu as été maire combien d'années? 2 mandats. 7 ans, parce que c'était à l'époque des fusions municipales. Le premier mandat était juste de 3 ans. Thetford Mines, il y avait 2 autres villes qui avaient eu une autorisation de ne pas faire les élections en même temps que les autres. Donc, ça a été ça. 7 années, super remplie, super intéressante. Mais après le 2e mandat, j'ai annoncé que je me représentais pas. Pas pour être député, pas pour me faire élire ici à Ottawa. À l'époque, il y avait Christian Paradis qui était député, puis il était ministre. Donc moi, je pense, puis il était jeune, puis il est encore jeune, là, mais je pensais qu'il était là encore pour des années. Au provincial, c'était Laurent Lessard. Qui était là. Vous avez été bien servi par les gens qui étaient au pouvoir quand même à un certain moment, puis ensemble en très plus. Longtemps ensemble. D'ailleurs, si je me souviens, il y avait eu un fonds qui avait été créé, je pense, de plusieurs dizaines de millions. Le fonds Christian Paradis qu'on était allé chercher à l'époque, avec l'aide de Christian. Je me souviens, c'est une rencontre. Christian nous arrive à Luc, on a un fonds de 20 millions pour vous autres. J'ai dit, Christian, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 20 millions? Là? C'est effrayant. Les 2 dernières mines d'amiante, pendant que j'ai été maire, ont fermé. C'est-à-dire qu'il y a eu 1000 pertes d'emplois dans la ville pendant ces périodes-là. Puis on a réussi à garder l'optimisme, on a amené des projets, on a amené un projet d'éolienne, on a amené un projet de gaz naturel, ce qui a fait en sorte que pendant la période où tout aurait dû mal aller, parce qu'on avait amené tellement de projets que l'économie n'a pas arrêté. Les restaurants n'ont pas fermé. Fait que ça a continué. Puis les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Wow, il se passe quelque chose chez nous. » Puis, est-ce que ce fonds-là, finalement, il a servi à faire des projets, comme tu dis, d'éoliennes, de gaz naturel? En fait, parce que vous avez été alimenté le gaz naturel dans ces années-là. Dans ces années-là, par un annonce, c'est M. Harper qui avait donné une contribution. Puis ça a fait que des industries ont choisi d'aller chez vous, parce qu'il y a plusieurs nouvelles industries qui sont... En fait, votre économie s'est diversifiée de façon importante, là. C'est particulièrement qu'on a réussi à faire prendre l'expansion aux entreprises qui étaient en place. Parce qu'il était limité. Puis, pourquoi Thetford existe encore aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est parce que les mines ont fermé, mais graduellement, une après l'autre, tranquillement, pas vite. Donc, tous les petits fournisseurs qu'on avait dans notre région, qui faisaient affaire au début 100% avec les mines, perdaient 20% de leur clientèle parce qu'il y avait une mine qui fermait, ils les ont remplacés par d'autres. Après ça, ils ont perdu un autre 20%, donc ils les ont remplacés par d'autres. Fait que toutes ces petites entreprises-là, quand les mines ont fermé, dans le fond, c'était rendu plus compliqué de faire affaire avec les mines parce qu'ils n'étaient pas sûrs de se faire payer. Donc, il avait commencé la diversification. Donc, les entrepreneurs avaient commencé eux-mêmes la diversification. Puis c'est ça qu'il fallait faire comprendre aux gens qu'on s'en allait pas dans le mur, au contraire, on s'en allait vers la bonne occasion. Alors, tu décides de ne pas te représenter. Ça, on est rendu en 2013. 2013. Jusqu'en 2015, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je voulais me partir en affaires. Je décidais que c'était à mon tour de faire... En communication? Premièrement, c'était pour faire des conférences. Je suis allé suivre des formations à l'Institut de Disney, puis avec un autre gourou du leadership qui s'appelle John Maxwell. Puis j'étais à tout près. J'avais une conférence Disney qui était extraordinaire là, sur le service à la clientèle. T'es aux États-Unis ou t'es allé aux États-Unis? Je suis allé à Disney World. Je suis allé faire une formation en leadership là-bas. Puis après ça, j'ai rencontré un homme qui a été vice-président, qui s'occupait de tout Walt Disney World pendant des années. J'ai discuté avec lui. Il a écrit un livre, Creating Magic. Comment créer la magie dans votre entreprise. Puis je suis allé le voir, j'ai parlé, puis j'ai dit, écoute, moi je veux faire ça en français, je veux faire des conférences sur comment créer la magie dans les entreprises au Québec. Puis il m'a fait confiance, puis c'est parti. Puis on a fait ça. Puis là, il fallait que j'apprenne à me vendre. Tu sais, j'étais pas habitué de faire ça, vendre mes services, puis tout ça. Puis à un moment donné, je vais rencontrer une entreprise chez nous, puis j'y offre des services de formation. Là, l'entreprise commence à me dire qu'elle a de la misère avec le ministère des Transports, puis avec plein d'affaires. Puis je dis, je peux peut-être te donner un petit coup de main. Elle dit, oui, j'aimerais ça. Elle dit, je vais te faire une proposition. Puis si ça fait ton affaire, tu m'appelleras. Je fais une proposition, je pensais jamais qu'il accepterait. Là. Jamais. Là, parce que je voulais continuer à faire des conférences. J'aimais ça. Je venais d'être engagé. Pas engagé, mais je venais de conclure une entente avec une agence, là, justement, pour faire des conférences et tout ça.
Puis il me rappelle, il me dit, Luc, c'est correct, c'est accepté. J'accepte ton offre. Puis, alors, t'es devenu lobbyiste. Fait que je suis devenu lobbyiste du jour au lendemain. Honnêtement, je pouvais pas dire non. Puis j'ai adoré ça parce que ça m'a permis de voir l'autre côté. Quand une entreprise veut faire affaire avec le gouvernement, quand une entreprise est innovante et qu'elle veut faire avancer des produits, comment c'est difficile, comment il y a des portes, pas juste à ouvrir, à défoncer. Là, on avait une entreprise qui faisait des produits exceptionnels, durables, bons pour l'environnement, puis c'était tellement fermé, là, il y avait tellement des lobbies forts qui étaient là avant nous autres. Alors, Mickey Mouse est devenu lobbyiste. Là, ben, c'est ça. Mickey est devenu lobbyiste. J'ai toujours gardé Mickey très, très près de moi, par exemple, parce que ça m'a aidé beaucoup. Ce que tu avais appris là-bas était bon aussi. Là, je veux dire, oui, puis ça, moi, ça me c'est drôle, c'est la première fois que j'entends qu'ils donnaient des conférences chez Disney World pour le leadership. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Ah oui, il y a des formations, puis il y a des formations en leadership, il y a des formations en service à la clientèle, il y a beaucoup de formations. Puis c'était la base. Il fallait que j'ai un petit diplôme. Mais si tu viens dans mon bureau, je vais te montrer mon petit chapeau avec les oreilles de Disney avec le petit ruban dessus. C'est mon... T'as passé le test. Ma graduation Disney. Bon, l'examen n'était pas difficile. Non. Mais quand même, regarde. De faire, puis ton anglais, bien sûr, à ce moment-là aussi. Là, ça, à ce moment-là, je parlais pas beaucoup anglais, mais je comprenais. Donc, c'était un peu plus dur, mais c'est pas grave, ça m'a jamais arrêté les langues. Je suis allé, mais de créer des relations avec les autres, j'ai trouvé ça plus difficile. C'est vraiment ça à Ottawa que j'ai appris. Là. Alors, tu as été lobbyiste là, pendant quelques années? Oui, j'ai fait ça de 2013 à 2015. À l'élection de 2015, là, encore une fois, moi, ça va bien, là, mes affaires. Je suis lobbyiste, puis j'ai mes conférences que je suis en train quand même de continuer à préparer. Puis Christian Paradis s'en va. Annonce qu'il s'en va. J'ai dit, il n'était pas vieux, là, Christian. Non, il a 45 ans, peut-être, je sais pas. Même pas, je pense. Il était plus jeune que ça, Christian. Puis il annonce qu'il ne se représente pas. Un ministre qui ne se représente pas. La politique, c'est toujours une question d'opportunité. Mais sauf que quand j'avais quitté la mairie, j'avais dit aux médias de Thetford à ne jamais faire. Je vais me représenter en politique jusqu'à ma plus jeune, qui commençait le secondaire à l'époque, va avoir son doctorat. Oh mon Dieu Seigneur, c'est une longue période, ça, là? Elle vient juste de finir son cégep, puis ça fait presque 7 ans que je suis député fédéral. Donc, c'était pas mon plan de me représenter, mais l'opportunité était là. Puis, à un moment donné, c'est une discussion que j'ai eue avec ma famille, parce que toutes les discussions politiques que j'ai eues, ça a toujours été avec ma famille. Puis, c'est ma femme qui m'a fait réaliser avec les enfants... qui m'ont dit, Luc, t'aimais ça la politique, t'aimes ça la politique, t'es bon là-dedans, pourquoi tu y retournes pas? Parce que je l'aurais jamais fait, j'avais pas eu le support de ma gang. Et c'est eux autres qui m'ont convaincu, dans le fond, de me représenter. Que c'est comme ça que j'ai décidé de me présenter. Puis en 2015, j'ai fait l'élection, j'ai été élu. C'est ça. Moi, j'avais été élu en 2009, mais c'est drôle parce que tu dis ça. Moi, la première réaction que j'ai eue, quand j'ai vu l'opportunité, parce que j'étais maire de la Pocatière de 2005 à 2009, 6 mois après l'élection de Paul Craig, qui était là depuis 16 ans, au bout de 6 mois, il décide qu'il va se présenter au provincial. Il perd au provincial, puis là, la fenêtre est toute grande ouverte. Puis les conservateurs dans le comté chez nous, là, ils étaient à 5% des sondages. On avait... C'est pas ce qu'on appelle un opportuniste. Non, c'est pas, non, absolument pas. D'ailleurs, moi, j'avais, comme tu sais, j'ai une entreprise, puis je me disais, je pas grave, ça va être une expérience. Mais je voulais pas faire 2 mandats à la ville parce que j'avais vidé les caisses, fait que je savais qu'il n'y avait plus d'argent pour faire d'autres projets. En tout cas, je dis ça un peu à la blague, c'est pas vraiment vrai. Mais quand on est développeur, c'est ça qui arrive. Moi, je suis arrivé, les coffres étaient vides. Quand je suis parti, ils étaient pleins pour faire des projets. Pour faire des projets, il y avait rien, là. Je te donnais un exemple, là. Je pense qu'on a vendu des terrains pour équilibrer le budget à la fin de l'année. 300 000 $, pour être sûr que les coffres arrivaient. Puis quand je suis parti, je pense qu'on avait réussi à mettre dans un compte de projet autour de 5 ou 6 ou 7 millions. Donc, tu sais, pour moi, c'était important parce qu'on peut pas juste attendre après le gouvernement tout le temps. Il faut se prendre en main et il faut faire ça. C'est un peu comme toi. Toi, tu as vidé les coffres. Moi, je les ai remplis. Bon, ça serait bien entendu. Oui, absolument. En alternance, ça aurait été bon. Donc là, tu es arrivé à Ottawa en 2015. On est en 2021. Là, évidemment, il y a des rumeurs d'élection dans l'air. Bon, on ne s'énerve pas trop avec ça, là, parce que là, tu as regagné en 2019, bien sûr, avec une très forte majorité d'ailleurs. Donc, ce que tu avais fait précédemment t'a beaucoup servi dans ton expérience politique aussi. Parce que moi, ce que j'aime aussi dans les podcasts, c'est que les jeunes, les femmes, puis
ceux qui sont des minorités visibles ou qui veulent s'impliquer en politique nous écoutent puis disent « Ah ouais, je pense que on pourrait prendre ce chemin-là ou prendre l'autre chemin. » Parce que dans le fond, il n'y a pas un politicien qui a le même chemin, mais souvent, c'est des gens qui ont eu affaire au public d'une façon ou d'une autre dans leur vie. Donc, évidemment, tu as fait tout ce cheminement-là. Et dans les podcasts, j'essaie d'aller chercher chez la personne que j'interviewe les raisons qui l'ont poussé à faire de la politique. Des fois, on a ça dans nous, parce que moi, quand ils sont venus pour me voir, pour me dire, Bernard, on te verrait bien comme maire parce que tu es un leader. Personnellement, je me regardais dans le miroir, je voyais pas un leader nécessairement, tu sais. Bon, on avait été à la chambre de commerce, etc. Tu as fait un peu ces cheminements-là, toi aussi. Moi, j'ai été journaliste longtemps, mais j'ai été témoin de l'actualité pendant très, très, très longtemps, mais je m'impliquais dans toutes sortes de petites organisations quand même, des associations, le Festival de scie, l'Association de paralysie cérébrale. Puis j'étais toujours impliqué. Puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était pas assez d'être témoin. Je voulais prendre une part active. Je voulais participer. Je voulais faire quelque chose de plus. Puis c'est là que, quand le député provincial à l'époque avait décidé de quitter, j'ai dit, tiens, pourquoi pas de la politique? Ce serait une belle place pour être capable de faire changer les choses. Et c'est ça qui m'a motivé. Parce que je voulais passer de la ligne de touche, puis je voulais m'en aller sur le terrain. Sur le terrain, oui. C'est bon. Écoute, je passe sur un autre sujet complètement, parce que là, tu es arrivé en 2015 comme député. Ouais. Là, actuellement, bon, tu as eu plusieurs rôles que tu as joués. Tu es un organisateur né. On a eu l'occasion de pouvoir voir ta capacité organisationnelle, parce qu'on a fait un rassemblement très important il y a 3 ans maintenant, à Saint-Hyacinthe. Écoute, on était quoi? Je ne sais plus combien de personnes. On était 800-900, je ne sais pas trop. Là. Près de 1000. Près de 1000 personnes conservateurs au Québec. Là, ça a été tout un challenge que tu as relevé avec brio. Puis on a eu tout un party. Là, avec une belle équipe, je veux dire. Oui, mais c'est sûr. Pas tout seul, non, mais quand même. On réalise jamais toutes ces belles affaires-là tout seul. Non, ça c'est sûr, certain. Mais un leader, c'est un leader. Tu l'as géré, tu as pris le mandat, puis tu as marqué les esprits aussi, parce que ce qui a facilité le travail aussi de Alain Reyes, qui était le lieutenant québécois à ce moment-là, ça l'a aidé beaucoup pour aller recruter des candidats et des candidates partout à travers le Québec. Ça a été un événement marquant dans l'histoire. Tout est une question de momentum. Tout à fait. Non, c'est exactement ce que je disais. Puis c'est ça que quand je suis devenu maire de la ville de Thetford, j'ai dit, il faut que je crée le momentum. Il faut qu'on parte la roue. Parce qu'une roue qui tourne, c'est dur à arrêter. Oui, exactement. Tu peux pas arrêter ça à moins d'avoir des très, très bons freins. Là. Mais une fois que tu as parti la roue, c'est dur de l'arrêter. Puis c'est ça qu'il fallait aussi faire avec le Parti conservateur au Québec. Absolument. Puis je vais te dire sincèrement, ça va super bien. Bon, Andrew est parti comme chef, c'est Aaron qui est arrivé. On a eu une autre campagne. Puis là, au moment où on se parle, tu es critique, parce que tu as été critique de plusieurs ministres. Là tu es critique du Conseil du Trésor. Comment trouves-tu que le gouvernement a géré la pandémie monétairement parlant depuis 1 an et demi? C'est comme si il a géré la pandémie, il y avait un incendie dans la maison. On ne se le cachera pas. Là, il fallait que le gouvernement, qu'importe le gouvernement, on aurait dépensé de l'argent. Les conservateurs aussi, on en a dépensé beaucoup en 2008 quand il y a eu une crise économique aussi. On a créé des plans d'infrastructure. Mais quand le feu commence à s'éteindre, t'arrêtes de mettre de l'eau. Okay? Le problème qu'il y a eu, c'est que quand le feu a commencé à s'éteindre, ça a été long avant que le gouvernement réalise qu'il y avait le feu. Donc, ça a été long avant qu'il adopte des mesures, avant qu'il fasse en sorte d'enlever le combustible qui arrêtait pas d'alimenter. Il n'a pas coupé le courant de la maison, donc le feu continuait d'entrer. Puis quand c'est arrivé, il a décidé que d'un coup, plus personne allait travailler, plus personne allait faire rien, on va donner de l'argent à tout le monde. Donc, il a mis de l'eau partout. OK. On savait pas trop, c'est la première fois que ça arrivait. Et un peu pas longtemps après, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus personne qui voulait travailler parce qu'il y avait trop d'argent. Trop d'argent qui avait été mis un peu partout. Puis ça n'a pas arrêté. Là. Encore aujourd'hui, les employeurs ont de la misère à trouver des gens. Puis quand on regarde le dernier budget du gouvernement libéral, même le directeur parlementaire du budget s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'autant de stimulus pour notre économie. Il y a 100 milliards de stimulus qui ont été prévus pour le gouvernement, qui a l'intention de dépenser, non pas pour relancer l'économie, mais pour réaliser tous ces projets idéologiques qu'il y avait derrière la tête depuis des années. Puis il s'est dit, on va saisir l'occasion qu'on dépense, que le monde ne regarde pas ce qu'on fait pour faire ça. Donc, le gouvernement, pour ce qui est de la pandémie, a mal géré toute la question des frontières. Il n'a pas été capable d'avoir des vaccins à temps qui nous auraient permis d'éviter la 3e vague qu'on a eue là, celle qui nous a coûté très, très cher. Puis, en termes d'argent, il a endetté le pays pour des années. On parle de billions maintenant. On n'avait jamais dit ce mot-là, billion, à la Chambre des communes, avant Trudeau.
Et puis là, maintenant, on parle d'1 billion, puis ça va être 1,5 billion quand son plan qu'il a présenté dans le dernier budget va être fini, le déficit. Et ça, c'est pas juste nous autres qui va payer ça. Sans même avoir un semblant de retour à l'équilibre budgétaire, nulle part dans ses paroles ou dans ses gestes. Là. C'est même plus dans son intention. C'est même plus dans son intention. Les libéraux en parlent pas, puis si un des libéraux a le malheur d'en parler, il se fait taper ses doigts, c'est sûr. Parce que pour eux autres, en ce moment, c'est tant que le monde nous arrête pas. Puis que les taux d'intérêt sont bas, parce qu'il faut savoir qu'on est en 2021, le taux d'intérêt de la Banque du Canada est à 0,25. Je pense qu'il vient de monter à 0,50. Là. C'est même pas 1%. Il est tout bas, 0,25. Ça n'a aucun sens, parce qu'éventuellement, inévitablement, tout ce qui descend remonte. Là. On l'a vu avec l'inflation. L'inflation va créer... c'est le cercle vicieux, hein, parce que là, l'économie a commencé à surchauffer. Oui. Donc, tout est plus cher. Puis, en tout étant plus cher, ça crée de l'inflation. En créant de l'inflation, qu'est-ce que ça fait? Le seul outil qu'a la Banque du Canada pour contrer l'inflation, c'est les taux d'intérêt pour ralentir l'économie. Donc, on est rendu dans un cercle qui est très, très, très dangereux. Il n'est pas trop tard pour agir. Il n'est pas trop tard. Mais c'est clair que c'est pas dans les intentions des libéraux d'agir. Totalement pas. Là. Donc, il ne reste pas grand choix. Là, écoute, je me souviens des commentaires des libéraux en 2008. Moi, je suis arrivé en 2009, à l'automne 2009. M. Flaherty avait mis 60 milliards sur la table sur 3 ans. C'est 20 milliards par année pour être capable de relancer l'économie, ce qui a bien fonctionné à l'époque. Là, comme tu disais, il y avait des programmes d'infrastructure, des programmes d'aide communautaire. Là, il y avait vraiment de l'argent. Là, on parle de 100 milliards. Et les libéraux, à l'époque, déchiraient leur chemise en disant que ça n'avait pas de bon sens. C'était complètement fou. On allait ruiner le pays. Puis regarde aujourd'hui ce qu'ils font. Ils mettent 100 milliards. Pourtant, l'économie est relancée, tu l'as dit. Plusieurs entreprises, d'ailleurs, je viens de recevoir un message tantôt. Il y a des associations d'employeurs puis de formation du personnel un peu partout à travers le Québec. Ils sonnent toutes les lumières rouges sont allumées sur le tableau de bord, là, totalement. Et on est en train de perdre le contrôle. On perd des millions d'investissements parce que les employeurs veulent plus réinvestir. Ils veulent pas développer chez eux. Ils veulent pas développer parce qu'ils sont pas sûrs qu'ils vont avoir de la main-d'œuvre. Puis ils signent plus des contrats parce qu'ils sont pas sûrs d'être capables de livrer. Et ça, c'est pire. Ah non, c'est parce que ces contrats-là, c'est parce que quelqu'un en a besoin. Vous savez, si quelqu'un a besoin, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ça veut dire qu'un jour, peut-être que le mot récession va revenir plus vite qu'on veut. Puis surtout qu'en 2008, elle est arrivée assez vite. Merci. Là. Exactement. Hey Luc, t'es un gars que je qualifierais de très sensible. T'es quelqu'un de très près de ta population. Puis moi, je t'ai vu aller, je t'ai vu faire des discours absolument enflammés, mais aussi très, très sentis. On vit actuellement au Québec une vague de féminicides. Je veux absolument qu'on en parle parce que t'as lu un poème que tu as écrit la semaine dernière en Chambre des communes, puis j'aimerais ça que tu nous le lises, parce que c'est très senti, c'est très important ce que tu as fait. Puis moi, ça m'a touché beaucoup. Veux-tu me lire ça? Si tu vas être capable. Je veux juste dire que c'est quelque chose qui est venu me chercher beaucoup, les vagues de féminicide au Québec. Puis j'ai eu l'occasion, tu sais, dans notre job, on rencontre plein de gens, plein d'organisations, puis tout ça. Puis, à cause de la pandémie, j'ai rencontré les ressources d'hébergement, puis j'ai senti à quel point la pandémie pouvait avoir causé des dommages qui ont été irréparables pour beaucoup de femmes. Ouais. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais continuer ma carrière de politicien sans rien faire. Que je vais laisser ça aller puis que je ferai rien. Je suis dans l'opposition, puis c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de sensibiliser les gens. Puis je me demandais, justement, l'autre jour, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire pour essayer d'aller chercher les gens puis de les sensibiliser à la cause des violences faites aux femmes? Puis ça a donné Donc, je vais le lire. Merci beaucoup. C'est un peu gênant, mais bon. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est une façon de le diffuser, parce qu'évidemment, ce qui se passe à la Chambre des communes, souvent, ça reste à la Chambre des communes. Tout à fait. Si ce balado permet à des gens de l'entendre puis de comprendre le propos que tu donnes dans ça, on vise l'égalité, on vise le bien-être de l'ensemble de la population. Et les femmes ont été très touchées par cette pandémie-là, puis je pense qu'il faut le dire. Il faut trouver des actions pour être capable de corriger ça aussi. C'est un poème contre l'indifférence envers les femmes. Ouais, c'est comme ça que je pourrais le dire. Ouais. OK, j'ai bon. Ça commence à l'école avec une tirade de cheveux, des propos grossiers, un premier amour, sans respect. Mais c'est pas grave, jeunesse se passe. Mais ça continue. Avec une autre relation, passionnée mais malsaine, où l'amour sert d'appât mais n'a pas d'âme, où la graine semée à l'adolescence prend de l'importance. Le respect part et revient pour ne plus jamais revenir. Les mots doux deviennent durs. Les paroles soufflées à l'oreille se transforment en cris. La complicité devient l'adversité.
Les caresses ne sont plus que des souvenirs qui laissent des bleus sur le corps et dans le cœur. Il n'y a plus d'amour, que du contrôle, qui isole et qui détruit jusqu'à la vie. 13 femmes ont été tuées au Québec. 13 vies ont été perdues pour un amour qui n'était que fumée. Je ne peux plus me taire et ne rien faire. Sur la violence qui se déroule sous mes yeux, j'invite mes collègues et tous les Canadiens de ne plus faire semblant de rien. Les cris, les pleurs, les bruits, les bleus ne sont pas tous innocents. Ils sont peut-être le signal que quelqu'un a mal. Et ce n'est pas en fermant les yeux que l'on sauvera cette 14e femme, qui, en ce moment même, souffre seule et qui espère que son voisin, sa voisine, réagira à ces signaux d'alarme et mettra fin à ce cycle infernal de la violence conjugale. C'est très beau. C'est... Merci, Luc. Mais c'est une réalité absolument abjecte qu'on vit actuellement. Puis c'est... Combien de fois, Bernard, autour de nous, on a vu, on a entendu, on a soupçonné, mais on a juste dit « Ah, c'est pas de mes affaires. Ah, non. J'ai rien vu dans le fond. » On ferme les yeux volontairement, ça. Ben, c'est ça, tu sais. Il se passe quelque chose, c'est pas normal. Tu sais, on s'en va dans un party, puis on entend un gars parler de sa blonde. On entend un homme parler de sa femme. Des fois, on est dans un autre party, on les voit ensemble, puis on voit de la manière dont... La gestuelle. Puis... Tu sais, c'est des choses qu'on peut voir. Ouais. Il n'y a pas des cas de violence à toutes les fois. Mais je me dis, il faut réagir aux signaux d'alarme. Il faut aller vers le gars puis y parler. Ouais. Non, tu parles toujours de même à ta femme. Ouais. Tu sais, pour lui montrer qu'il y en a qui l'ont vu. Puis montrer qu'il y en a qui sont vigilants. Je pense que c'est là qu'on est rendu comme société, parce que on aura beau mettre tout l'argent qu'on veut. Encore une fois, la solution Trudeau, là, ça marche pas sur tout. C'est pas une question d'argent, c'est une question de respect, c'est une question de sensibilité, puis c'est une question qu'on fasse notre part comme citoyen, comme individu. Puis si on va pas là, ben cette valeur, ça va continuer d'exister, parce que la violence faite aux femmes, il y en a depuis toujours. Mais aujourd'hui, on la voit plus. Puis c'est une bonne chose, parce que si on la voit pas, si on la garde cachée, ça va continuer. Et la pandémie est venue comme amplifier dans une certaine mesure un phénomène, parce que on était, moi le premier, là, j'étais avec ma conjointe depuis 14 mois pratiquement. Là, on était les deux isolés à la maison, bien sûr, on est dans un environnement très positif, etc. Mais il y a des gens qui étaient déjà avant la pandémie dans des situations qui étaient contraignantes. Je pense que la pandémie est venue enfler ça, ou en tout cas monter ça un peu plus en épingle, en tout cas. Vous savez ce qu'on m'a dit quand j'ai fait ma rencontre? Ce qu'on craint plus, c'est l'après-pandémie. L'après-pandémie. Parce que les femmes étaient dans la maison, avaient peu de contact avec les autres, donc l'homme pouvait contrôler très très bien le foyer familial. Ouais. Mais à partir du moment où la femme va commencer à sortir, voir ses amis, travailler. C'est là que ça peut réveiller. Parce que l'homme a eu le sentiment de sécurité. L'homme, c'est beau, je contrôle tout ça. Puis il va sentir que le contrôle va s'en aller avec la pandémie qui s'en va aussi. Et c'est là qu'on craint qu'il se passe encore plus de choses comme celles qu'on vient de voir. Donc c'est pour ça que rester silencieux, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, c'est quelque chose que plusieurs vont faire, c'est quelque chose mais qu'on ne devrait plus faire. Non. Si ça peut changer, puis comme j'ai dit, si j'ai sensibilisé une personne avec ces mots-là, ben tant mieux, on va avoir réussi à faire quelque chose de bien. Tu ne sensibilises plus qu'une, ça c'est certain, je suis convaincu de ça, et que les gens pourront prendre connaissance et conscience de l'ensemble de ce que tu as dit, parce que quand on parle de la Chambre des communes, on a un temps bien précis. Là, tu as pris ton temps pour le lire, oui, on a bien compris tes paroles et le sens des paroles. Écoute, Luc, merci beaucoup. Je suis très fier d'être ton collègue ici à Ottawa. On a une équipe du tonnerre, sincèrement, l'équipe du Québec. On aimerait avoir des femmes autant que nous sommes d'hommes. D'ailleurs, on espère que la prochaine élection sera un moment de révélation pour les Québécois pour dire, écoutez, là, le Bloc québécois, ça sert à rien. En plus, quand tu écoutes ce qu'ils disent à Ottawa, ils veulent même pas être ici, c'est ça le pire. Ouais, c'est comme... comment je pourrais décrire le Bloc québécois? C'est comme un enfant qui arrive dans un magasin où il y a des bonbons partout, puis qui dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». C'est papa qui va payer. Fait que c'est pas grave, il peut dire qu'il veut n'importe quoi. Donc c'est ça que le Bloc fait en ce moment. Il dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Mais lui, il sera jamais capable de le payer, il sera jamais capable de livrer. Ils sont toujours sur le beau côté de l'histoire. Exactement. Ça reste beau. Papa, de temps en temps, va donner un petit bonbon, mais
malheureusement, le bébé ne pourra pas s'en payer, lui, tout seul, des bonbons. Puis ça ne changera pas la vie des Québécois. Il faut être du bord du papa qui prend les décisions. C'est ça. Pas du bord du petit gars qui veut. Puis les conservateurs, on est des gens responsables. Bon, on va nous accuser qu'on veut tout couper. La question n'est pas là. La question Non, mais est ça, de c'est gérer. important. C'est important. Puis Erin O'Toole a été clair. Ça va prendre au moins 10 ans avant qu'on reprenne le contrôle des finances. Ça ne veut pas dire déficit zéro. 10 ans avant qu'on reprenne le contrôle des finances, tellement il y a eu des dommages infligés par les libéraux. Parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'argent pour la pandémie, mais il y a eu tellement d'argent qui a été remis dans le système, qui a été remis dans les différentes opérations, un peu partout. Tu avais juste à demander de l'argent avec les libéraux, puis tu en avais. Et là, aujourd'hui, il va falloir faire un recentrage, puis on veut le faire en collaboration avec les syndicats, en collaboration avec les gens, pour faire en sorte qu'on remette le pays sur la bonne track, ouais. mais d'une manière raisonnable, sensible. Parce que c'est inévitable. L'histoire nous a appris depuis un siècle et demi, là, pratiquement, que des récessions, ça existe, ça va revenir. T'sais, il va y avoir des périodes plus creuses. Il faut se préparer durant ces périodes-là, ou en fonction de ces périodes-là. On a les deux bras attachés dans le dos, mais on n'aura plus une scène. C'est ça le danger qui va arriver potentiellement. Alors, il va se réendetter encore plus davantage pour relancer l'économie. Donc, quand les dépenses exceptionnelles de pandémie vont être terminées, ça prend un gouvernement qui va être là pour être capable de bien gérer. De bien gérer, tout à fait. Luc, merci 1000 fois. Bernard, ça a été vraiment un plaisir. J'ai adoré ça. Je te ferai un gros câlin, on n'a pas oui, c'est ça, madame, exactement. On est à 2 mètres. Merci, Luc. Merci, Bernard.